Jean-Philippe de Rosier, voyons justement ce qui est faisable avec vous sur le plan juridique et constitutionnel. Contraindre, est-ce possible? Faut-il une loi? Et évidemment, ça veut dire sanction si on oblige quelqu'un à faire quelque chose. Est-ce qu'on peut sanctionner légalement des soignants qui refuseraient de se faire vacciner? Et qu'est-ce qu'on fait si on a une quatrième vague et qu'on a besoin des soignants? Alors, il y a beaucoup de questions dans la question. Effectivement, sur le plan juridique, l'obligation vaccinale existe déjà, qu'elle soit totale. Il y a des vaccins obligatoires pour les enfants en bas âge ou pour qu'elle concerne une catégorie de personnes, les soignants en particulier, qui connaissent certains vaccins obligatoires. Donc oui, il est tout à fait envisageable déjà sur le plan du droit, de rendre le vaccin obligatoire seulement pour les soignants ou pour des personnes, en tout cas subordonnées à une hiérarchie, a fortiori une hiérarchie entre guillemets publique, une hiérarchie d'État, c'est-à-dire un certain nombre de fonctionnaires qui relèveraient du service public. Je pense bien sûr aux enseignants qui ont été évoqués tout à l'heure, ou aux forces de l'ordre qui sont en contact avec le public. La question ensuite, lorsque l'on rend quelque chose obligatoire de façon générale, et j'anticipe peut-être sur un débat que l'on aura une autre fois ou tout à l'heure, si on devait le rendre obligatoire pour toute la population, c'est contrôler cette obligation. On peut le rendre obligatoire sur le plan du droit, mais comment est-ce qu'on contrôle, on s'assure qu'effectivement l'obligation est remplie? Et là, ça vient d'être pointé du doigt. Lorsque on n'est pas soumis à une hiérarchie et qu'on ne peut pas être passible de sanctions dans le cadre de sa profession, du non-respect de l'obligation, ça soulève inévitablement des difficultés. On ne va pas venir avec les forces de l'ordre prendre tout le monde et pour leur injecter le vaccin de force. Ça me paraît un petit peu disproportionné, et y compris sur le plan du droit, je pense que ce serait un recours à la force qui serait disproportionné. Donc c'est la faisabilité de cette obligation qui pose un petit peu question, et en effet commencer en tout cas par personnel, donc les soignants, éventuellement certains personnels de l'administration comme les enseignants, peut être une solution. Même si, de façon générale, et j'en terminerai par là, avoir plutôt une pédagogie, un encouragement et expliquer en quoi est-ce qu'il est indispensable de se faire vacciner pour la collectivité, pour des raisons de santé publique, me semble toujours préférable plutôt qu'une obligation pure et simple. On va y venir dans un instant à cette question du pass sanitaire avec vous, Jean-Philippe de Rosier. D'abord, la vaccination obligatoire pour tous. Je vous cite juste les 3 pays qui l'ont mise en place, et vous le savez probablement déjà. C'est le Tadjikistan, le Turkménistan et le Vatican. C'est vrai que ce serait un peu surprenant que la France s'y mette, non, Jean-Philippe de Rosier? Oui, à lire ces exemples-là, ça fait un tout petit peu sourire, surtout concernant le dernier qui compte à peine une centaine d'habitants, pour la plupart, sans vouloir discriminer personne, une population plutôt fragile au regard du Covid. Donc effectivement, c'est assez logique qu'il y ait eu peut-être cette démarche qui a été prise au Vatican, qui n'est pas une démocratie, il faut le rappeler. Je ne me prononce pas sur le cas des 2 autres pays, mais en tout cas, le Vatican s'est assumé, s'est reconnu comme tel. Pour revenir sur le cas de la vaccination obligatoire pour tous, concernant ce qui avait été souligné par les intervenants dans le débat préalablement, on ne peut pas faire la comparaison avec les autres vaccins obligatoires. On peut faire la comparaison simplement pour dire que sur le plan constitutionnel, poser une vaccination obligatoire, c'est possible, puisque la question a été posée au Conseil constitutionnel en 2015 et qu'il a reconnu qu'effectivement, il était possible d'introduire une vaccination obligatoire. En revanche, concernant l'école, la situation est différente. Quand l'on va à l'école, on doit s'inscrire, et pour valider cette inscription, il faut produire effectivement une attestation de vaccination. Comment voulez-vous demain, pour un adulte de 35, 40 ou même davantage d'années, à quel titre allez-vous lui demander de produire son certificat de vaccination pour s'assurer que la vaccination a effectivement été opérée si elle devait être obligatoire? Et je ne pense pas que l'on puisse recourir à la force publique pour aller chez les gens et leur demander avez-vous été vacciné? Oui, non, non, alors on vous fait immédiatement une amende, voire on vous emmène de force vous faire vacciner. Ça, ce serait particulièrement excessif, et je pense que sur le plan du droit, sur le plan constitutionnel, ça ne passerait pas. Il faut en revanche effectivement avoir une politique vaccinale d'encouragement à la vaccination, c'est ce qu'il faut faire,
pourrir la vie de ceux qui ne sont pas vaccinés. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement, en tout cas en termes d'éléments de langage, la situation et la solution la plus appropriée. Mais effectivement, nous sommes l'un des derniers pays au monde à avoir le test PCR gratuit. Je pense que l'on peut s'en féliciter, puisque nous avons une dynamique sociale très forte, mais peut-être qu'il est venu le temps où il fallait évoluer à ce niveau-là et que supprimer ce test PCR gratuit lorsqu'il s'agit d'un test d'agrément, c'est-à-dire effectivement pour aller à une soirée, au cinéma ou au théâtre, alors le rendre payant, mais lorsqu'il s'agit de vérifier si on est cas contact ou non, là, préserver la gratuité puisqu'il en va d'une exigence de santé publique. Et puis, il faut quand même dire un mot, peut-être pour rassurer certains des téléspectateurs qui nous regardent, que si on devait rendre obligatoire la vaccination, il irait de soi, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel s'était également prononcé sur cette question, qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au vaccin, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles existent, et que évidemment l'obligation ne les concernerait pas, et qu'il y a nécessairement une réserve qui doit être prévue à ce niveau-là. Jean-Philippe de Rosier, peut-être pour conclure, on n'est plus en état d'urgence sanitaire, c'est un point que vous connaissez bien, on est dans une période transitoire, c'est ça? Ça veut dire que quoi qu'annonce Emmanuel Macron ce soir, finalement tout est faisable, tout peut passer par un texte de loi? Alors, en effet, vous l'avez dit, nous ne sommes plus formellement dans un état d'urgence sanitaire. Maintenant, on est dans un régime hybride, une forme d'état d'urgence qui ne dit pas son nom, puisque depuis la loi du 31 mai et jusqu'au 30 septembre, certaines mesures dérogatoires au droit commun sont toujours applicables, même si ça ne s'appelle pas état d'urgence sanitaire d'un point de vue formel, ça y ressemble quand même assez fortement. Il est possible à tout instant, y compris ce soir, de décréter à nouveau l'état d'urgence. Pour décréter l'état d'urgence, il suffit d'un décret en Conseil des ministres on se souvient, le soir du 13 novembre, il a été immédiatement décrété. Alors, il faut des éléments pour le justifier, mais si le gouvernement dispose de ces éléments sur lesquels il n'a pas encore communiqué, il peut à tout moment décider de recourir à nouveau à l'état d'urgence sanitaire. Je pense qu'il est préférable de l'éviter et je crois que précisément le gouvernement essaye de s'inscrire dans cette démarche de ne pas devoir revenir à des mesures restrictives à nouveau de liberté, d'enfermement, de confinement, de couvre-feu, autant qu'on le peut. Il faut éviter cela, parce que déjà, d'un point de vue pour la collectivité, ce n'est pas très agréable, et en plus, sur le plan des libertés, donc vraiment sur le plan du droit, il vaut mieux essayer d'éviter le plus possible de restreindre les libertés. Si cela peut passer par un encouragement de la politique vaccinale, par la pédagogie, je pense qu'effectivement, il vaut mieux encourager que contraindre. C'est toujours préférable. Maintenant, effectivement, tout est question d'équilibre. Lorsque l'on déploie un nouveau dispositif juridique, il doit s'inscrire dans le cadre des principes constitutionnels et il faut là trouver le juste équilibre entre dans ce qui nous concerne, un objectif qui est la protection de la santé publique, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, et les restrictions aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Et donc, concernant ce pass sanitaire, puisque c'est là l'objet, son élargissement, oui, jusqu'où? Je pense qu'un élargissement total, c'est-à-dire vous devez produire un pass sanitaire dès que vous sortez de chez vous, là, pour le coup, ce serait excessif, parce que ce serait presque revenir à un pseudo-confinement. En revanche, trouver un juste équilibre qui est que lorsque vous vous rendez dans des lieux publics clos d'agrément, si j'ose dire, c'est-à-dire aller au restaurant, aller au cinéma, au musée ou au théâtre, qui ne sont pas des lieux nécessaires pour vivre, contrairement par exemple à un supermarché, j'en ai besoin pour aller faire mes courses. Là, on est effectivement dans un juste équilibre qui me paraît constitutionnellement tout à fait faisable et possible. Il s'ajoute, et je terminerai vraiment par là, il s'ajoute un dernier point, parce que ce discours-là, il y a 3 mois, n'aurait pas été tenable parce qu'on n'avait pas suffisamment de doses pour vacciner tout le monde, on n'avait pas suffisamment de centres de vaccination, on n'avait pas le temps requis pour faire la vaccination, tandis que là, désormais, on dispose de tout cela. Donc on a une faisabilité pratique de la vaccination qui est accompagnée par une faisabilité juridique de l'encouragement à la vaccination.